Tout le monde pensait qu'il était un échec inutile, mais il s'avère être le soldat le plus fort de l'humanité. Il est né dans un monde où des créatures monstrueuses, les dragons, ont commencé à apparaître et à tout détruire. Avant même que quiconque puisse essayer d'invoquer Goku d'un autre monde, les monstres disparaissent soudainement, et peu après, des filles commencent à apparaître avec les pouvoirs d'un dragon. Elles ont commencé à être connues comme les D et ont été envoyées dans une académie spéciale, mais à la surprise de Yu, il réalise qu'il a aussi ses pouvoirs mystérieux. Même s'il est un garçon, il est bientôt envoyé dans un institut magique appelé Midgar, et à sa grande chance, il rencontre une fille nommée Iris, qui commence immédiatement à lui crier dessus pour être entré dans une zone strictement réservée aux filles. Il montre son badge et explique qu'il a été envoyé là et qu'il n'avait pas le choix. Elle lui demande pourquoi un soldat comme lui est à l'académie, quand soudain Mitsuki, qui est la sœur cadette de Yu, les accueille chaleureusement. Elle emmène immédiatement Yu à l'intérieur de l'école et lui remet son uniforme, après quoi il est présenté à un professeur nommé Haruka. Elle l'informe qu'elle est le colonel et qu'elle commande Midgar en ce moment. Suigu décide rapidement de flatter le nouveau patron et la félicite d'être une femme forte et indépendante comme tous les mâles bêta franzonnés. Elle décide de le tester sur l'histoire de l'école et il répond avec assurance, déclarant que Migra a commencé comme une zone de quarantaine où les soldats gardaient les dés enfermés. Après cela, quelqu'un s'est souvenu que les droits de l'homme existaient et les dés ont été libérés pour rejoindre une organisation appelée Asgard où ils gardent les arrières, je suppose. Maintenant, c'est une école chic où les dés apprennent à transformer la matière noire en trucs cool comme des ressources rares et parfois à combattre des dragons. Haruka semble impressionné, mais laisse secrètement entendre que le véritable but de l'académie n'est pas exactement public. Après avoir parlé avec elle pendant un moment, Yu commence à se promener sur le campus avec Mitsuki, exprimant sa surprise d'y être transférée. Elle lui dit qu'en tant que présidente du corps étudiant, il est de son devoir de le présenter à toute l'assemblée. Lors de la présentation, l'assemblée est choquée d'apprendre le sexe de Yu. Mitsuki insiste pour que tout le monde l'accepte sans discrimination. Elle remet ensuite le microphone à Yu, qui admet timidement son inexpérience dans l'art du dé comparé aux filles présentes. Plus tard, Yu assiste à son cours où Haruka le présente, mais une fille nommée Lisa l'interrompt en déclarant qu'elle ne l'approuve pas parce qu'il est un garçon. Mitsuki intervient, affirmant que Yu a passé toutes les évaluations et procédures formelles. Haruka souligne le blason de dragon sur son corps, prouvant qu'il est autant un dé que les filles. Malgré cela, Lisa exige que Yu démontre ses pouvoirs. La classe est d'accord, et Yu crée une boule de matière noire, la transformant en une arme à feu. Tout le monde est stupéfait, une fille commente qu'il a gaspillé sa magie en créant une arme à feu, et Haruka est d'accord, lui rappelant que ce n'est pas Nifel, et que leurs ennemis ne sont pas humains. Elle demande ensuite à Lisa d'énumérer tous les dragons qui sont apparus jusqu'à présent, et elle commence par le dragon noir qui est apparu il y a 25 ans, et mentionne les autres également. Au total, il y a eu 7 dragons, et maintenant les étudiants sont chargés de vaincre le basilic rouge, connu pour ses écailles semblables à des diamants. Soudain, Iris se lève et décide que c'est le moment idéal pour raconter ce qui s'est passé entre elle et Yu à la plage. Elle fournit de grands détails, accusant Yu de l'avoir vu déshabillé et d'avoir pris ses vêtements. Les autres filles regardent Yu avec dégoût, le traitant comme un pervers, tandis qu'il lui crie dessus pour avoir manipulé l'histoire. Plus tard, les étudiants se rendent dans la salle d'exercice souterraine, où Iris explique à Yu que la salle d'exercice est située sous terre pour éviter toute contamination matérielle pendant une pratique. Lors d'une démonstration, il décide d'aider Iris avec ses étirements, mais rend accidentellement les choses maladroites. Mitsuki arrive juste à temps pour les arrêter et lui demande d'attendre dans une autre pièce, car c'est sa première fois là-bas. Les simulations commencent et Haruka demande à Lisa quelle est la matière la plus polyvalente, et elle répond l'air avant de sommer 2 boules de matière noire pour voler. Yu est impressionné et Haruka explique comment la manipulation de l'air crée du vent, ce qui permet le vol. Mitsuki crée une simulation du basilic rouge avec des écailles de diamant et Lisa génère une lance pour le combattre. Elle crée ensuite une puissante fusée éclairante, perçant et détruisant la coquille du basilic. Ensuite, une fille aux cheveux blancs nommée Furul utilise de l'air comprimé pour créer un boulet de canon, détruisant la simulation en quelques secondes. Les autres étudiants font à leur tour impression sur Yu avec leur utilisation créative et efficace de la matière noire, contrairement à son approche, consistant à la convertir entièrement en arme. Haruka révèle ensuite une vérité choquante que les dragons apparaissent tous en même temps parce qu'ils sont des pairs, et que chaque dragon recherche son dé correspondant. S'il définit leur paire de dragons, ils se transforment eux-mêmes en dragons. Yu est stupéfait par cette révélation, réalisant qu'il devra peu être un jour combattre l'un des siens. Elle mentionne également que cela s'est déjà produit il y a 2 ans, lorsqu'ils ont dû abattre un camarade qui s'était transformé en dragon. C'est maintenant au tour d'Iris de se battre. Elle y va avec confiance seulement pour échouer plus durement que les chansons récentes de Katy Perry et se fait botter les fesses. Lisa est forcée de sauver cette cruche impuissante. Plus tard dans la soirée, Yu parle à Iris et l'encourage à assumer ses erreurs afin qu'elle puisse s'améliorer. Elle est d'accord et s'ouvre sur la façon dont un léviathan blanc a tué ses parents, ce qui la pousse à continuer à se dépasser même si c'est difficile. Juste à ce moment-là, une alerte d'urgence se déclenche, avertissant d'un dragon de mer blanc de niveau qui se dirige vers eux, et son blason de dragon commence à briller de façon inquiétante. Cette nuit-là, Yu alla dans sa chambre et eut une conversation Zoom avec le Major Loki, qui lui demanda s'il savait quelque chose sur les dés se transformant en dragon.
Il admit qu'il savait, ce à quoi Loki lui dit qu'il devrait faire quelque chose pour empêcher le nombre de monstres d'augmenter. Il proposa ensuite un plan si absurde qu'il donna des hauts le cœur à Yu. Tuer tous les dés dont les marques commençaient à briller avant qu'ils ne puissent traquer leur paire de dragons et se transformer eux-mêmes en dragons. Il ignora les protestations de Yu et lui ordonna d'aller jusqu'au bout le moment venu, et quand il hésita encore, Loki menaça que s'il ne se conformait pas, il serait forcé d'utiliser des méthodes inhumaines. Pendant ce temps, Mitsuki s'adresse aux étudiants au sujet de l'alerte d'urgence qui a été diffusée et les avertit du Léviathan blanc qui approche rapidement l'institut. Elle explique que ce dragon était responsable du naufrage de navires il y a des années. En entendant cela, on ne peut s'empêcher de se demander si c'était le même dragon qui avait tué les parents d'Ira. Pendant qu'il est occupé à théoriser, elle continue d'expliquer que le dragon atteindrait l'académie dans environ 33 heures, et que son comportement indiquait qu'il cherchait son compagnon qui était probablement dans l'institut. Elle ordonne ensuite à tous les étudiants dont les marques de blason changent de se présenter immédiatement à elle. Inquiet, Yu cherche Iris, se demandant ce qui se passe avec elle et pourquoi elle se comporte étrangement depuis l'alerte. Il a demandé à d'autres filles où elle se trouvait, et aucune d'entre elles ne savait rien, sauf qu'elle avait semblé souffrante ce matin. Il décide d'aller voir Mitsuki et lui demande de l'aider à le couvrir, pendant qu'il continue sa recherche d'Iris. Après des heures de recherche, il la trouve enfin debout au bord du mur de la terrasse, regardant vers le bas. Il lui demande ce qu'elle fait ici, et lui demande de montrer son blason de dragon. Au début, elle l'accuse d'être un pervers, mais lui montre quand même la marque. Elle confesse en larmes que la marque brille de plus en plus fort à la minute, et admet qu'elle avait même envisagé de mettre fin à sa vie en sautant, mais n'a pas pu le faire. Il lui dit de ne pas avoir peur, et promet que les filles ne l'abandonneront pas, mais se battront pour la protéger. Iris exprime sa peur de se transformer en dragon et de commencer à blesser les gens qu'elle aime. Il lui assure qu'elle ne se transformera pas, mais même si elle le faisait, il mettrait fin à sa vie pour la protéger elle et tous les autres. Cela la réconforte et en voyant cela, il commence à se vanter de ses compétences comme s'il était le plus grand assassin du monde et cela la fait enfin rire. Constatant qu'elle va mieux, il lui demande de signaler son état aux autorités et elle part le faire. Plus tard dans la journée, une autre alerte se déclenche et cette fois c'est l'annonce du changement de blason d'Iris. En entendant cela, Yu décide de rencontrer Mitsuki et lui demande des nouvelles de l'état d'Iris. Elle lui dit qu'elle subit des évaluations et des examens en ce moment et qu'elle ne peut recevoir aucun visiteur. Yu se tait un instant, puis demande ce qui va se passer, mais elle lui dit qu'il ne fera pas partie de la bataille à venir, donc il n'a pas à s'en soucier. Alors il lui parle des ordres de Loki, et bien qu'elle ait été momentanément émue, elle s'est rapidement ressaisie et a déclaré fermement que si Iris se transformait, alors elle prendrait la responsabilité de mettre fin à ses jours. Après avoir parlé avec elle, il signale les événements à Loki et accepte à contre-cœur de suivre ses ordres à une condition qu'il n'interfère pas avec son plan, ce à quoi Loki accepte. Il décide ensuite de prendre des nouvelles d'Iris, mais sur son chemin, il tombe sur Lisa qui lui demande s'il surveillera Iris. Il hésite mais corrige ensuite qu'il la gardera, pas la surveiller et remet en question son motif de venir ici. Elle prétend qu'elle n'a pas de raison, mais il voit clair dans son jeu. Avant de partir, il lui pose des questions sur la bataille de Kraken qui s'est déroulée il y a 2 ans. Elle lui dit qu'elle s'était battue en première ligne pendant cette bataille, et que le dragon dont Haruka avait parlé avait été tué par nul autre que Mitsuki. Il était trop choqué pour répondre et a finalement compris pourquoi Mitsuki s'était comporté étrangement quand il lui avait parlé des ordres de Luffy. Après avoir parlé à Lisa, il se rend dans la chambre d'Iris où elle l'accueille avec enthousiasme et lui montre que le moniteur affiche les détails de la bataille à venir. Cependant, il ne prêtait attention à aucune des choses qu'elle disait et était plutôt distrait par sa tenue. Finalement, il se ressaisit et lui demande de se changer, mais elle ignore cela et lui demande de s'asseoir à côté d'elle. Wang Doshi s'accroche à lui comme une sangsue et exprime ses craintes concernant sa prochaine évaluation. Alors il la réconforte et elle décide de le remercier en soulevant sa robe. Il n'était clairement pas intéressé par elle et l'empêche de faire quoi que ce soit d'inapproprié avant qu'elle ne s'embarrasse davantage. Plus tard dans la nuit, elle le supplie de la garder pendant qu'elle dort, affirmant que c'est peut être sa dernière nuit. Il était réticent au début, mais finit par succomber à son chantage émotionnel et s'assoit sur le bord du lit et discute avec lui. Après des heures de bavardage, elle le remercie pour son aide et finit par s'endormir. Alors qu'il est assis là, il pense à l'époque où Mitsuki était jeune et innocente, tout comme elle. Cependant, ses pensées sont soudainement interrompues quand Iris le réveille, annonçant que le dragon est enfin arrivé. Le Léviathan blanc était massif et féroce. Haruka et les autres ont attendu avec impatience qu'il perce la première ligne de défense et se dirigent vers l'institut. Les filles préparent leurs armes et se préparent à l'affronter de front. Elle ordonne aux filles de ne pas commencer les attaques et d'attendre que le dragon se rapproche encore plus. Elles se mettent en position, et dès que Haruka donne l'ordre, elles commencent à tirer. Elle les avertit que le dragon possède le pouvoir de répulsion et qu'il peut dévier pratiquement n'importe quoi. Lisa propose une stratégie et dit aux filles de se préparer et de s'assurer qu'elles ne lui donnent pas la chance de dévier leurs attaques. Les filles encerclent le dragon et commencent à attaquer en même temps, créant une énorme explosion. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'académie, Iris sent les émotions du dragon et crie à tout le monde de s'éloigner du dragon car il est furieux.
Les filles ne pourraient évidemment pas l'entendre et continuent leurs attaques. À leur grande surprise, quand la fumée se dissipe, elles voient que le dragon reste indemne. Il se relève de la mer et riposte avec une telle force que les filles sont projetées au loin. Cet impact provoque la rupture des moniteurs et Haruka tient une réunion d'urgence avec Yu et Iris pour discuter de la situation. Il dit à Iris de se couvrir les oreilles pendant qu'il parle parce qu'il ne veut pas se blesser car elle pourrait se transformer en dragon dans le pire des cas. Hermika explique que ce n'est qu'une question de temps avant que le dragon ne perce leur dernière ligne de défense et n'entre dans l'institut. Il lui demande si elle va laisser Iris mourir comme ce qui s'est passé il y a 2 ans avec sa sœur Miyako. Elle répond tristement qu'il est préférable de ne pas laisser les filles assumer tout le fardeau elles-mêmes, et donc dans le pire des cas, il est préférable qu'elles suivent le plan des Enfels. Il est d'accord et lui demande où se trouve le chemin d'infiltration, assurant qu'il gardera Iris en sécurité comme il l'a promis. Une fois qu'ils ont fini de parler, il tapote doucement la tête d'Iris, indiquant qu'ils peuvent partir. Alors qu'ils partent, il a soudain des flashbacks d'il y a 3 ans, mais les écarte et continue à marcher. Iris lui demande tristement si la NFL vient pour la tuer, ce à quoi elle répond qu'ils sont probablement en route, mais qu'il ne les laissera pas l'atteindre. Cela la réconforte, et elle prend ses mains en lui demandant si elle peut rester avec lui, et il accepte. Une fois qu'ils atteignent l'extérieur de l'académie, il lui demande de rester sur place et invoque son arme à feu en utilisant la matière noire. Elle devient douteuse et lui demande si cela fonctionnera car ses adversaires porteront de vraies armes à feu. Soudain, des coups de feu commencent et il saute haut derrière les arbres se préparant à contrer, tandis qu'Iris reste cachée comme indiqué. Quand il finit avec les hommes, elle court vers lui inquiète après avoir entendu tous les coups de feu et lui demande s'il va bien. Il lui picore la tête comme un chiot et lui assure qu'il va bien. Elle rayonne de bonheur mais voit soudain un gars se lever et sur le point de les attaquer. Elle saute rapidement entre les deux et utilise ses pouvoirs de dés pour le mettre à terre. Après cela, elle s'excuse rapidement d'avoir utilisé ses pouvoirs, expliquant qu'elle ne pouvait pas le voir blessé et a agi sur l'impulsion. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour l'instant et qu'il devrait partir d'ici rapidement. Il l'emmène ensuite au bord de la falaise, disant que si le dragon perce la dernière ligne de défense, ils l'attaqueront d'ici. Alors qu'ils élaborent des stratégies, Mitsuki apparaît soudainement devant eux et leur dit que c'est inutile car l'ennemi approche maintenant de la 3e ligne de défense et exige qu'ils lui remettent Iris. Il refuse en disant qu'il ne peut pas la laisser tuer Iris et qu'il comprend la douleur qu'elle a endurée il y a 2 ans quand elle a dû tuer une camarade de classe qui s'était transformée en dragon. Elle lui dit qu'elle ne peut pas le laisser faire non plus et insiste sur le fait que puisque ses mains sont déjà souillées, il vaut mieux qu'elle assume cette tâche. Les deux se disputent pour savoir qui mettra fin à Iris, tandis que la pauvre fille idiote est juste là, à ne rien faire. Quand les arguments ne semblent pas prendre fin, ils décident de se battre malgré les protestations d'Iris. Au milieu du sérieux, il souligne soudain que la culotte de Mitsuki est visible, la prenant au dépourvu. Il la frappe ensuite à la tête, se déclarant vainqueur et lui rappelant le jeu auquel ils jouaient quand ils étaient enfants. Il lui dit que se disputer ne sert à rien et qu'ils devraient se concentrer sur le fait de donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'à la fin. Ensuite, il rencontre les filles et Lisa le gronde pour avoir ramené Iris ici. Il leur dit que la meilleure façon de vaincre le dragon est de la faire combattre. Elle doute de la façon dont cela peut être réalisé, car peu importe ce qu'elle matérialise avec ses pouvoirs de dés, cela explose simplement. Il explique que c'est exactement ce dont ils ont besoin, et qu'elle devrait être capable de causer des dommages en matérialisant un matériau explosif près du corps du dragon. Elle avoue qu'elle n'est pas très confiante, mais il lui rappelle le moment où elle l'a sauvée et la rassure qu'elle peut le faire. Pendant qu'il parle, le dragon s'approche et la marque d'Iris commence à briller. Elle dit à tout le monde que le dragon pleure et la veut. Lisa l'exhorte à aller sous terre, mais elle refuse et invoque son pouvoir de dés en disant qu'elle va faire comme tu as dit. Alors qu'elle matérialise son bâton, Yu lui demande si elle peut viser d'ici, et elle lui dit qu'elle fera de son mieux et se met en position. Alors que le dragon s'approche, elle envoie une explosion, et les filles bondissent dans les airs pour reprendre leur attaque, se concentrant sur le perçage de la coquille du dragon, tandis qu'Iris continue de le frapper avec des explosifs. Cependant, leurs efforts sont futiles, car le dragon perce la 3e ligne de défense et avance. Iris n'abandonne pas et continue d'attaquer, jurant de ne pas le laisser l'emmener comme il l'a fait avec ses parents. Yu se souvient à quel point elle ressemble à Mitsuki, qui a également refusé d'abandonner il y a 3 ans, et à ce moment-là, il s'est souvenu avoir entendu une voix étrange qui s'est présentée comme le plus ancien des dragons. Il lui a offert des pouvoirs en échange de ses souvenirs et de l'anéantissement total des autres dragons. Dans le présent, il intervient pour protéger Iris alors que Mitsuki se prépare à la tuer. Il demande à Iris de lui prêter ses pouvoirs, et il fait appel au pouvoir de dragon qu'il a acquis il y a 3 ans. La voix lui rappelle le coup, ses souvenirs, mais il accepte le contrat et emprunte le pouvoir. Il l'utilise pour matérialiser une arme monstrueuse, gigantesque, qui attaque le dragon avec. Voyant cela, Mitsuki se concentre également sur l'attaque du dragon, et ensemble, ils parviennent finalement à vaincre le dragon et Iris, alors que la marque revient à la normale. Elle le remercie de l'avoir protégé, il sourit maladroitement avant de s'effondrer sur le sol. Plus tard dans sa chambre, il a un appel Zoom avec le Major Loki, qui le félicite et demande sa coopération continue. Après cela, il va rencontrer Iris seule à la plage pour discuter. Elle lui demande s'il va bien maintenant et il l'assure qu'il va bien. Le lendemain, Yu se réveille en sursaut au son d'un cri et sort de sa chambre comme un coq dérangé. Il prend des nouvelles de Mitsuki, qui l'assure que tout va bien.
Il se promène où elle l'accuse avec désinvolture d'agir bizarrement ces derniers temps. Il jette un coup d'œil à son blason de dragon, se demandant si elle est au courant de quelque chose, ou peut être, c'est juste un drame de frères et sœurs. Juste au moment où il va enfin se détendre, Lisa apparaît de nulle part et le salue, ce qui est choquant en soi parce que c'est gentil, quelque chose pour lequel elle n'est pas connue. Naturellement, il le lui fait remarquer, la faisant rougir immédiatement, et elle essaie de le cacher en prétendant qu'elle passait juste par là. Son ami serviable, cependant, l'expose joyeusement en mentionnant que Lisa le traquait activement. Elle ignore le commentaire et lui dit qu'elle est prête à reconnaître son existence dans cette académie en tant que simple apprenti, puis s'en va. Il n'est pas dérangé par le départ de la garce et vérifie le siège à côté de lui se demandant où est Iris. Il part à sa recherche et la trouve dans les marches, se couvrant maladroitement. Il lui demande quel est le problème et elle répond timidement qu'elle a oublié de porter sa culotte. Qui oublie même ça, elle voulait probablement juste toute l'attention. Il lui demande d'aller à son dortoir et de se faire approprier, mais la cloche sonne et Iris commence sa marche de la honte. En classe, Haruka annonce un examen physique obligatoire pour tout le monde et Iris, bien sûr, n'aurait pas pu être plus ravie de sa situation actuelle sans culotte, lui lève la main pour demander maladroitement ce que cela signifie pour lui, le seul homme de la classe. Haruka l'informe avec suffisance qu'il bénéficie du traitement spécial d'être examiné par la grande directrice elle-même, et il se demande ce qu'il a fait pour mériter cet honneur douteux. Quand il entre pour rencontrer la directrice, il est choqué qu'elle semble être juste une petite fille, Charlotte. Elle se présente ainsi que son assistante Mika, qui semble porter un costume de servante pour une raison quelconque. Elle saute ensuite de son siège comme un acrobate fou et atterrit devant lui en disant qu'elle ne le laissera pas montrer son corps à ses filles innocentes et risque de les exciter. Elle l'avertit ensuite de ne pas courir après l'une des filles, y compris le personnel, car elles font toute partie de son harem, et il se demande ce qui ne va pas chez elle, mais il écoute quand même. Quand il ne répond pas, elle lui dit qu'elle n'a aucun intérêt pour les hommes et lui saisit le bras pour commencer l'examen, qui devient rapidement chaotique alors qu'elle se concentre sur son blason de dragon et le lèche comme une salamandre assoiffée trouvant une oasis. Quand elle a terminé, elle révèle que tout l'examen physique était une ruse pour surveiller les blasons de dragon des étudiants, car le dragon basilic rouge s'est déplacé de son repère dans le désert du Sahara, et elle devait s'assurer qu'aucun blason d'étudiant n'avait changé. Elle lui demande ensuite de se rapprocher et suggère qu'ils aillent voir les filles maintenant car elles porteraient peu ou rien. Il la regarde avec incrédulité, se demandant quel genre de pervers elle est, mais heureusement son assistante Mika la soulève et l'empêche de faire de telles bêtises. Plus tard dans les salles de réunion, Mitsuki annonce les résultats de l'examen en disant que tous les blasons des étudiants sont normaux, puis révèle que la NFL a fouillé les villes qui se trouvent sur le chemin du basilic et a trouvé 2 dés. Elle les présente à tout le monde et leur dit qu'ils sont maintenant sous leur protection. Une des filles aux cheveux roses, appelée T-Ars, que le basilic poursuit. Tout le monde remarque les petites cornes sur son front et se demande comment elle a obtenu des pouvoirs aussi profonds à un si jeune âge. Mitsuki assure à tout le monde que ce ne sont que des caractéristiques supplémentaires créées par la matière noire et qu'elle est humaine comme le reste d'entre eux. Tyr l'interrompt et dit qu'elle n'est pas humaine mais un dragon, et quand Mitsuki essaie de l'assurer qu'elle ne l'est pas, elle commence à crier à plein poumon, disant qu'elle est un dragon. Elle matérialise ensuite sa matière noire et envoie des attaques de foudre autour de tout le monde, et tout le stade se transforme en chaos avec tout le monde courant en panique. Yu se lève de son siège et va réconforter Terre. Dès qu'elle le voit, elle lui fait immédiatement un câlin comme s'ils se connaissaient depuis longtemps, et lui dit qu'elle va être une mariée dragon et l'épouser. Il se demande dans quoi il s'est embarqué et l'emmène à l'examen pour la faire vérifier. Il la connaît brièvement lors d'une de ses missions Nifel, et il dit au personnel que la famille de Tyr a été prise en otage par la mafia il y a quelques années et l'a forcé à fabriquer des gemmes pour eux. Mitsuki demande pourquoi il ne l'a pas mise sous protection quand il savait tout cela en travaillant pour la NFL, ce à quoi il répond que c'est parce qu'elle avait assez peur et voulait voir ses parents. Hermka lui dit que tout va bien et que Thur serait admis dans la même classe qu'eux, et qu'il est de son devoir qu'il lui enseigne les leçons de base et les règles de l'institut. Elle leur dit ensuite qu'il est de leur devoir de l'empêcher de causer des dommages, sinon la NFL ne restera pas immobile. Une fois la réunion terminée, Teru se lève et va le serrer dans ses bras une fois de plus. Mitsuki lui dit de baisser la voix et de ne pas causer de problème. Elle est d'accord en disant qu'elle devrait bien s'entendre avec sa belle-sœur et blabla. Alors qu'il se dirige vers la classe, Iris est prête à donner à Terre un accueil chaleureux, mais Terre l'ignore simplement et demande où est le siège de Yu. Elle va ensuite s'asseoir sur ses genoux et quand Lisa essaie de la faire s'asseoir sur son propre siège, elle refuse en disant qu'elle ne veut pas se mêler à personne d'autre. Après la classe, Tyr va main dans la main avec Yu aux grandes dames de la jalousie d'Iris. Il lui dit de ne pas être trop affectueuse car ils ne sont pas encore mariés et l'emmène à la plage. Elle lui demande si elle est mignonne puis va lui faire un câlin. Iris, qui les avait tranquillement suivis ici, est contrariée que Yu soit toujours occupée avec Tyr et ne passe pas de temps avec elle. Plus tard à l'intérieur de l'académie, elle propose d'aider à la leçon de Tyr, afin qu'elle puisse passer du temps avec Yu et Mitsuki. Elle accepte également à contre-cœur en disant que c'est seulement pour aujourd'hui.
Yu lui demande si c'est une bonne idée et elle lui dit qu'il est préférable que TR s'habitue à l'idée d'avoir des camarades de classe. Quand ils vont dans sa chambre, Tara demande immédiatement à Iris de sortir et de ne pas les déranger en disant des bêtises qu'ils sont nouvellement mariés et que c'est leur première nuit. Il reste là, trop abasourdi pour comprendre l'absurdité, tandis qu'Iris hurle et que Mitsuki menace de tuer tout le monde s'ils ne se taisent pas. Après un moment, Iris propose à Tyr de l'aider pour le devoir, mais elle l'a déjà terminé et le donne à Mitsuki. Elle corrige le devoir et annonce que Tyr a tout bon, ce qui la fait sauter de joie et lui dire qu'en récompense, elle veut qu'ils se baignent ensemble. Cette simple pensée le dégoûte tellement qu'il se demande s'il ne devrait pas se cacher dans la grotte la plus proche pour se débarrasser de ce parasite nommé Tyr. Ce soir-là, il demande à Mitsuki pourquoi Tyr insiste tellement pour être un dragon. Elle explique que Tyr a grandi en étant vénéré par un culte obsédé par les dragons, ce qui l'a naturellement amené à penser qu'elle était elle-même un dragon. Toujours hanté par des missions passées impliquant ce culte, il prend mentalement note de faire attention aux précieuses illusions de Tyr. Le lendemain matin, Yu demande à Tyr de se mêler aux autres et pas seulement à eux. Elle leur dit qu'elle ne veut pas car il pourrait y avoir de mauvaises personnes parmi eux. Yu lui dit qu'elle peut faire confiance à ses camarades de classe et qu'ils sont tous comme une grande famille. Timidement, elle va alors saluer la classe et tout le monde la regarde avec surprise. Mais bientôt, ils viennent tous la saluer et lui offrent même des cadeaux. C'est ainsi qu'elle commence à s'entendre avec tout le monde. Le lendemain en classe, on apprend à Terre comment tous les dés façonnent leur matière noire pour former des armes uniques, et elle annonce avec enthousiasme son intention d'essayer elle-même. Elle commence alors à rassembler la matière noire avec beaucoup d'enthousiasme, mais ce faisant, elle commence à entendre des voix étranges et troublantes dans sa tête l'appelant sans cesse un dragon. Tyr, inconsciente de l'énergie qu'elle génère, crée accidentellement un puissant cyclone de matière noire qui commence à tourbillonner autour d'elle. Soudain, des flashbacks de son enfance commencent à apparaître devant elle, et elle se voit jouer joyeusement avec sa mère. Le souvenir est doux mais de courte durée, car il se transforme brusquement en une image d'elle debout au milieu d'un brasier. Elle regarde impuissante les flammes engloutir tout ce qui l'entoure, y compris sa mère, et l'image de ses parents se brise soudainement comme du verre, la laissant seule et sanglotant de désespoir. Au milieu de son angoisse, une silhouette encapuchonnée apparaît, lui parlant d'un ton froid, et lui disant de ne pas s'affliger, insistant sur le fait que rien de ce dont elle se souvient n'est réel. Manipulant ses émotions fragiles, la silhouette convainc Tyr d'oublier son passé et d'accepter qu'elle est en fait un dragon. De retour dans le présent, Tyr flotte dans une sphère de sa propre matière noire entourée de son énergie sinistre. Elle déclare qu'elle est un dragon et se transforme soudainement en nain, utilisant sa matière noire. Son corps irradie une énergie puissante et des éclairs aléatoires jaillissent de sa forme, manquant de peu Lisa. Heureusement, Yu bondit au dernier moment et la met en sécurité. Reprenant leur souffle, elle lui demande si le dragon qu'ils voient devant eux est vraiment Tyr. Yu le confirme, expliquant que Tyr a utilisé sa matière noire, non pas pour créer une arme comme les autres, mais pour matérialiser un dragon, embrassant pleinement son illusion. Tyr semble sincèrement croire qu'elle est un dragon, ce qui la rend incroyablement dangereuse dans son état actuel, et elle, inconsciente de leur conversation, commence à leur lancer une autre salve d'éclairs. Lisa, déterminée à aider Tyr, matérialise son arme, une puissante lance, et bondit dans les airs pour l'affronter. Elle tire un faisceau d'énergie concentré sur les ailes du dragon, et bien que l'attaque atteigne sa cible, elle ne fait qu'effleurer Tyr. Refusant d'abandonner, elle insiste, lançant une série de frappes, tout en suppliant Tyr de reprendre ses esprits. Grâce à une dernière attaque puissante, ses efforts brisent la forme de dragon de Tyr, la faisant disparaître. Elle tombe du ciel inconsciente, et Yu la rattrape juste à temps pour la porter à l'infirmerie, s'assurant qu'elle reçoit les soins appropriés. Après s'être assuré que Tyr se repose à l'infirmerie, il s'apprête à partir mais entre accidentellement dans une autre pièce où il rencontre l'autre nouvelle fille, Tachi. Elle semble timide et admet avoir causé une petite explosion plus tôt, se blessant légèrement au passage. Quand il lui demande si elle a besoin d'aide, elle lui demande hésitante de réparer la bretelle de sa tenue, et ce faisant, il remarque une ecchymose sur son bras. Il applique un médicament sur cette zone pendant qu'ils discutent, et elle s'ouvre sur son passé, expliquant que l'amour de sa mère pour les voyages les a conduites à la ville de Basilisk. Sans père ni autre parent, elle a toujours accompagné sa mère partout où elle va. En entendant cela, il lui propose de l'aider à s'adapter à l'école et lui assure qu'elle peut compter sur lui si elle a besoin de quoi que ce soit. De retour en classe, il reçoit un appel du Major Loki, qui l'informe de développements inquiétants. Un culte de vénération des dragons a commencé à se déplacer dans l'intention d'enlever Tyr de l'académie. Il prévient Yu que bien que les défenses de Migur soient solides, les tentatives d'infiltration du culte sont susceptibles d'être incessantes, et que la chef du culte est une dangereuse de qui s'oppose à NIFLL et révèle son identité comme Kili, la silhouette noire encapuchonnée que Tyr avait décrite. Alors que l'appel se termine, il est immédiatement approché par Tyr qui court vers lui comme un enfant et lui demande anxieusement pourquoi elle s'est réveillée seule. Yu la calme et l'emmène à la plage pour avoir une conversation sérieuse. Il lui demande doucement si elle a commencé à apprécier davantage tout le monde à l'école qu'avant, ce qu'elle admet hésitante. Il lui raconte ensuite l'incident où elle a failli blesser Lisa alors qu'elle se croyait être un dragon et elle écoute tranquillement, remplie de honte.
Il lui conseille de s'excuser auprès de tout le monde et lui rappelle qu'elle n'est pas un dragon mais une fille humaine gentille et aimable. Tyr cependant a du mal à croire ses paroles et la matière noire tourbillonne à nouveau autour d'elle. Mais cette fois, il lui dit fermement que si elle choisit de vivre comme un dragon, il ne pourra pas rester à ses côtés. Ses paroles font hésiter Tyr et après un moment d'hésitation, elle hoche la tête et abandonne sa croyance. Elle s'ouvre ensuite sur son passé tragique, révélant que ses parents étaient des gens gentils qui ont tragiquement été brûlés vifs, et c'est alors qu'elle a rencontré Kili. Alors qu'elle raconte, les souvenirs douloureux refont surface et elle fond en larmes. Il la remercie de lui avoir confié son histoire et la serre fort dans ses bras. Plus tard dans la soirée, Tyr rejoint les autres filles, qui l'accueillent chaleureusement et elle s'excuse auprès d'elle pour les problèmes qu'elle a causés plus tôt, mais les autres la rassurent en lui disant que tout cela appartient au passé. Lysa la serre fort dans ses bras et la gronde gentiment, lui rappelant de ne pas laisser cela se reproduire. Cette nuit-là, il retourne dans sa chambre et commence à examiner les données sur Kili, et apprend qu'il y a 3 ans, elle est devenue la chef du culte de vénération des dragons, et qu'elle a depuis été impliquée dans plus de 300 attentats terroristes. Connue pour sa capacité à matérialiser le feu, elle a choisi de vivre elle-même comme un dragon. Soudain, une alerte d'urgence retentit dans toute l'académie, annonçant la présence d'un niveau, un type de dragon bleu qui s'est infiltré dans l'académie. L'annonce répand la peur et la confusion, mais Yoon ne perd pas de temps et rejoint Mitsuki pour évaluer la situation. Ensemble, ils se précipitent vers la plateforme d'observation, où ils sont accueillis par la vue d'un énorme dragon qui se profile de manière inquiétante au-dessus de l'académie. Sa taille imposante et sa présence menaçante donnent des frissons à tout le monde. Hermika travaille rapidement, vérifiant les systèmes de défense pour détecter toute anomalie, et à sa grande surprise, elle ne trouve aucun signe de brèche, laissant le groupe perplexe quant à la façon dont le dragon a pu contourner les défenses prétendument impénétrables de Migur. Ils se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'une intrusion ordinaire et que le dragon a dû être invoqué ou guidé par une force extérieure. Charlotte s'avance et commence immédiatement à donner des ordres, demandant à tous les non-combattants de rester calmes et d'évacuer vers les zones de sécurité désignées loin de l'académie. Pendant ce temps, Haruka suppose que l'apparition soudaine du dragon pourrait être liée à Tyr, dont la couleur de l'écusson a récemment changé, et qu'elle pourrait être en train de devenir une cible. Lysa rejoint le groupe et se demande à voix haute comment une créature aussi énorme a pu entrer inaperçue. Cela ne fait qu'effrayer davantage Tyr, qui commence à trembler visiblement et à s'accrocher fermement à Yu. Lysa s'agenouille à côté d'elle, lui offrant des paroles de réconfort et de réassurance. Elle caresse doucement ses cheveux, lui promettant que tout le monde est là pour la protéger, quoi qu'il arrive. Mitsuki, évaluant la situation, charge Lysa de garder Tyr. Mais la pauvre fille s'accroche à Yu comme si sa vie en dépendait, et refuse de le lâcher. Il faut toute la détermination de Yu pour se retirer doucement d'elle et lui demander de faire confiance à Lysa. Le cœur lourd, il promet à Tyr qu'il reviendra bientôt et lui demande d'être forte. Pendant que Mitsuki organise les membres restants de leur groupe, y compris Iris, elle leur ordonne de se positionner stratégiquement sur le toit pour affronter le dragon de front. Le groupe se prépare à ce qui est certain d'être une bataille acharnée, et alors qu'il se prépare, il remarque quelque chose d'inhabituel. Le dragon n'avance pas mais reste immobile. Le groupe discute de la marche à suivre, et Haruka leur dit qu'il doit faire attention, expliquant que ce dragon particulier est unique, car il est immortel en raison de sa capacité à se régénérer après tout dommage. Elle raconte l'histoire terrifiante de la façon dont, dans le passé, même les armes les plus puissantes, y compris les bombes explosives, n'ont pas réussi à le détruire de façon permanente. Elle conseille au groupe de se concentrer sur la réduction des pertes et le renforcement de leur défense au lieu d'essayer de vaincre le dragon directement, car cela pourrait ne pas être possible. Yu, s'éloignant du groupe, réfléchit au pouvoir qui réside en lui et se souvient du contrat dévastateur qu'il a conclu il y a des années, un pacte qui lui a accordé une force immense, mais à un prix élevé. Se tournant vers Mitsuki, il lui demande si elle l'a fait venir ici pour qu'il utilise à nouveau ce pouvoir comme il l'a fait il y a 3 ans. Elle hésite, mais admet que c'est vrai, disant que son pouvoir pourrait être son seul espoir. Cependant, elle lui dit que c'est un dernier recours, car son utilisation incontrôlée a déjà causé des destructions considérables. Résolu à protéger Tyr et l'académie à tout prix, il serre plus fort son arme et se prépare à la bataille qui l'attend. Pendant ce temps, Tyr s'accroche désespérément à Lysa, tremblant comme un petit animal effrayé. Lysa reste calme et lui assure que Yu et les autres s'occuperont du dragon. Tyr lève les yeux vers elle, les larmes aux yeux, et lui demande nerveusement s'ils vont gagner, et Lysa, souriant, pose doucement une main réconfortante sur son épaule et l'encourage à avoir foi dans la force de Yu. Elle l'appelle en plaisantant l'ange gardien de Tyr, et elle sourit tristement. Leur fragile calme est brisé lorsque la porte de la pièce s'embrase et qu'une silhouette sombre franchit le chaos. Kili, la silhouette noire encapuchonnée, retire sa robe et fixe son regard froid sur Tyr. Elle exige que Lysa lui remette immédiatement la fille, mais elle refuse, se plaçant devant terre pour la protéger, sa lance se matérialisant dans sa main. Les lèvres de Kili se tordent en un sourire sinistre lorsqu'elle claque des doigts, déclenchant une puissante explosion qui disperse les filles dans toute la pièce. Lysa se bat pour se remettre sur ses pieds, sa détermination inébranlable malgré ses blessures. Se positionnant à nouveau entre Kili et terre, elle lance un faisceau d'énergie depuis sa lance, visant directement Kili. À son horreur, l'attaque n'a aucun effet,
et Kili riposte sans effort en la projetant à travers la pièce avec une vague de feu. Alors qu'elle avance menaçante avec une boule de feu crépitant au bout de ses doigts, Lisa se bat pour se relever une fois de plus et malgré ses blessures, elle saisit la main de Tyr et tente de l'emmener en sécurité. Elle se réfugie dans une pièce voisine où Tyr soigne frénétiquement les blessures de Lisa, ses mains tremblant alors qu'elle applique des bandages de fortune. Leur moment de repos prend fin bientôt lorsque la poursuite implacable de Kili la fait s'écraser à travers la porte une fois de plus. Elle exige taire une fois de plus, sa voix étant un mélange venimeux d'impatience et de triomphe. Lisa, bien qu'à peine capable de tenir debout, rassemble le reste de ses forces pour attaquer à nouveau, mais Kili la maîtrise facilement en la soulevant par les cheveux et en la jetant de côté comme une poupée de chiffon. Tyr se précipite aux côtés de Lisa, les larmes coulant sur son visage, mais Kili l'entraîne loin. Lisa, même avec sa vision floue, refuse d'abandonner et se positionne pour une autre attaque, mais Kili la frappe avec une autre vague d'énergie enflammée, et cette fois Lisa ne se relève pas du tout. Yu, entendant l'agitation s'y précipite et se souvient soudain de l'avertissement du Major Loki concernant le plan du culte du dragon pour récupérer Tyr, et il réalise toute l'étendue du piège dans lequel ils sont tombés. Confrontant Kill, il exige qu'elle libère Tyr, mais elle se moque de lui pour être le seul Maldé. En colère, il tire avec son arme, mais Kili la fait fondre d'un simple geste, le laissant momentanément abasourdi. Elle se tourne ensuite vers Tyr et la menace si elle ne se conforme pas, et utilise son pouvoir pour vous engloutir dans les flammes. Tyr regarde avec horreur et les souvenirs de la perte de ses parents et d'un brasier similaire reviennent en force. Submergée, elle supplie Kili d'arrêter et accepte de devenir une mariée dragon pour vous sauver. Hyde la supplie de ne pas céder aux mensonges de Kili, lui rappelant l'amour et le soutien qu'elle a trouvé auprès de lui et des autres. Tyr se souvient de ses moments les plus heureux à Midgard, le sourire de son ami et le soutien indéfectible de Yu. Avec une force renouvelée, elle déclare qu'elle est humaine et refuse de partir avec Kili. Kili, enragé par son défi, se déchaîne avec une attaque enflammée, mais Yu, invoquant sa magie, intercepte l'attaque et repousse Kili sur le côté. Elle reconnaît immédiatement son pouvoir comme étant similaire à celui du Léviathan blanc et avertit qu'il y aura des conséquences à son défi. Le sol tremble soudainement, signalant le mouvement du dragon, et Kili révèle qu'elle retenait le dragon à distance pour l'amour de Tyr, mais maintenant, elle a l'intention de déchaîner toute sa fureur sur l'Académie pour punir leur défi. Yu lui crie dessus, exigeant de savoir quel genre de créature elle est, et avec un calme troublant, elle répond qu'elle est un dragon. Ses mots planent dans l'air comme une ombre portant un poids étrange, et avec un sourire froid, elle lui fait ses adieux. En un instant, elle disparaît dans un éclair radieux semblable à un arc-en-ciel, et le dragon reste menaçant au-dessus de l'académie. Mitsuki essaie désespérément de contacter le directeur, mais le réseau ne coopère pas, ce qui la panique davantage. Les filles se regroupent, discutant de leur prochaine action, et elles s'inquiètent, notant que Lisa, Yu et TR sont introuvables. Pendant ce temps, Yu, portant TR sur son dos, sprinte à travers les terrains de l'académie, évitant les débris et le chaos. Son souffle se fait court et saccadé alors qu'il parvient enfin à contacter Mitsuki pour lui demander des instructions. Après une pause tendue, elle lui dit de prêter son équipement anti-dragon et l'informe de leur plan pour forcer le dragon à quitter l'académie. Une des filles, sceptique quant à leur chance, exprime des doutes sur l'efficacité de la stratégie, notant que ni la chaleur ni les lasers n'ont réussi à causer des dommages durables au dragon jusqu'à présent. Mitsuki a soudain une nouvelle idée et suggère de générer une immense rafale de vent, quelque chose pour pousser le dragon vers l'eau, et une fois qu'il est submergé, il pourrait lancer une série d'attaques à grande échelle. Après un moment de délibération, les filles sont d'accord, se préparant pour le défi à venir. Yu, jetant un coup d'œil à Tyr, promet de les rejoindre après s'être assuré de sa sécurité, mais Tyr descend de façon inattendue de son dos et déclare qu'il ne s'enfuit plus. Iris, alarmée par sa déclaration soudaine, la met en garde contre cette action, soulignant le danger et la possibilité que le dragon la cible spécifiquement. Tyr secoue fermement la tête et reste sur ses positions. Elle leur dit qu'elle doit aider et qu'elle ne peut pas continuer à compter sur eux, tous pour la protéger. Yuga, fière de son courage, lui demande calmement ce qui se passerait si elle perdait le contrôle comme elle l'avait fait auparavant. Tiramisu la regarde et lui assure que cela ne se reproduira plus car elle n'est plus un dragon mais un être humain, et qu'elle se battra comme telle. Sa voix est définitive et il peut voir la détermination dans ses yeux. Alors que le dragon continue son approche, le groupe se met en position et les filles lancent leurs armes, déclenchant un barrage d'attaque visant l'abdomen de la créature. Leur assaut réussit à ralentir son avance, mais le dragon riposte par des coups féroces, ses mouvements massifs envoyant des ondes de choc à travers le sol, faisant trembler la terre sous leurs pieds. Yu et Tyr évitent de peu d'être écrasés grâce aux efforts combinés des filles pour déséquilibrer momentanément la créature. Reprenant ses esprits avec une rapidité effrayante, le dragon se jette sur terre, ses mâchoires massives claquant dangereusement près, et les filles ajustent rapidement leur formation, déterminées à la protéger à tout prix. Terre, canalisant son pouvoir intérieur de dé, manifeste une paire d'ailes éthérées, leurs bords lumineux scintillant dans la faible lumière. Avec un saut gracieux, elle s'élève dans les airs, envoyant des arcs d'éclairs s'écraser sur le dragon, l'énergie électrique brûle en l'air. La créature se tortille sous l'assaut, momentanément étourdie, mais Yu l'avertit que leur but n'est pas de l'incapacité, mais de la chasser vers la mer.
Alors que la bataille fait rage, il réfléchit à sa rencontre précédente avec le même dragon il y a 3 ans et au souvenir du contrat qu'il a conclu. Invoquant sa capacité anti-gravité, il prend sa visée et tire une balle surchargée sur le dragon, créant un puissant champ de répulsion qui projette la bête vers le haut. Il appelle Tear et lui dit qu'il a besoin de sa force pour qu'ils puissent en finir ensemble une fois pour toutes. Elle hésite un instant, mais hoche ensuite la tête, sa détermination ferme alors qu'elle prend sa main et qu'une vague d'énergie les enveloppe. Il utilise la force pulsée qui semble le projeter dans les airs et matérialise un énorme canon en utilisant de la matière noire. Alors que les filles lancent leur attaque coordonnée, ils tirent avec le canon et leur puissance combinée, envoient le dragon s'écraser dans l'eau en contrebas. Sans perdre un instant, ils tirent une fois de plus, créant une onde de choc massive qui éloigne le dragon de l'académie. Lorsque la poussière retombe, un silence malaisé suit, la conséquence de la lutte planant dans l'air. Le groupe reste immobile, leur respiration lourde tandis que Mitsuki vérifie le radar. Après ce qui semble être une éternité, elle confirme qu'il n'y a aucun signe de régénération et que le dragon est vaincu. La nouvelle apporte une vague de soulagement et les filles éclatent en applaudissements, célébrant leur victoire durement acquise. Pendant ce temps, Charlotte se réveille sous un tas de décombres, toussant et gémissant alors qu'elle examine l'épave de sa chambre. Ce foutu dragon, marmonneté-elle entre ses dents, jurant de se venger avec une détermination farouche dans ses yeux. Son assistante Mesha émerge des débris en essayant de la calmer, mais sa fureur est à peine contenue tandis que Haruka émerge d'un abri souterrain aux côtés des réfugiés. Lentement mais sûrement, la vie à l'académie commence à revenir à la normale, bien que les cicatrices de la bataille restent gravées dans leurs esprits. Le lendemain, Yu et Tyr rendent visite à Lisa à l'infirmerie et la voient gravement blessée. Elle est allongée immobile, son corps meurtri mais son esprit intact. Tyr se précipite à ses côtés, les larmes coulant sur son visage, et remercie Lisa de l'avoir protégée et serre ses mains comme si elle pouvait s'accrocher à sa force. Lisa esquisse un faible sourire, sa voix faible mais pleine de chaleur. Elle dit qu'elle lui tapoterait la tête si seulement elle pouvait bouger et ricane doucement malgré la douleur. Les deux échangent des mots de gratitude et de réconfort et se rapprochent plus qu'avant tandis que Yu s'éclipse discrètement se sentant comme une roue de secours. Plus tard, Haruka et Mitsuki sont assises ensemble, réfléchissant à la bataille. Et l'expression de Mitsuki est lourde de pensée alors qu'elle admet à quel point les choses auraient pu être pires. Haruka, toujours pragmatique, avertit que Basilisk est toujours là, une menace imminente qu'ils ne peuvent ignorer. Nous devons nous préparer, dit-elle fermement, son ton résolu car ce n'était que le début et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être pris au dépourvu à nouveau. Pendant ce temps, Yu boude avec Iris à cause de la perte de sa chambre et cette garce éhontée propose de partager la sienne avec lui, ce qui l'embarrasse beaucoup. Tyr est ennuyé par cette suggestion scandaleuse et suggère à Yu qu'il devrait se marier plus tôt afin qu'il puisse rester dans sa chambre. Il proteste, rougissant furieusement, mais elle l'embrasse hardiment sur la joue et déclare leur fiançailles, ce qui stupéfie tout le monde. Iris tente de faire de même, mais Terre la bloque rapidement et heureusement, toute cette agitation prend fin lorsque Mitsuki apparaît, assignant à Yu une chambre à côté de la sienne dans la maison d'hébergement, et lui ordonne de se taire, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Ce soir-là, alors qu'elle travaille sur son ordinateur portable, Yu l'approche, mais elle lève à peine les yeux et se concentre sur la rédaction du rapport de la bataille. Sortant de nulle part, elle lui dit inquiète que le dragon est apparu ici quelques instants après avoir disparu de Sibérie, et il suppose qu'il s'y est peut être déformé. Elle admet simplement qu'elle ne sait pas et reporte son attention sur son travail. Après un moment, elle l'interroge sur l'attaque anti-Grabi qu'il a effectuée pendant la bataille. Il essaie de changer de sujet avant de qualifier cela de coup de chance, mais elle n'est pas convaincue et l'accuse de lui cacher quelque chose. Ses pensées se tournent vers l'intérieur, contemplant la voix en lui et sa demande implacable de destruction en échange de pouvoir et de souvenirs qu'il a sacrifiés pour l'exercer. Décidant de garder son fardeau pour lui, il change de sujet une fois de plus. La conversation se dirige vers des sujets insignifiants et ils finissent par parler de bêtises, comme la façon dont il l'a embrassée quand elle était jeune. Le lendemain, les choses commencent lentement à revenir à la normale. Lisa, Tyr et Yu sont assis ensemble dans la salle à manger, profitant d'une pause déjeuner bien nécessaire. Ils discutent en riant et en se taquinant sur qui consomme le plus de sucre, et Lisa avec un sourire moqueur souligne que Tyr semble avoir une dent sucrée insatiable. Tyr, qui n'est pas du genre à reculer devant les disputes, riposte en taquinant Yu pour avoir mangé des desserts beaucoup plus souvent qu'elle, et leur dispute ludique continue avec les deux filles, s'accusant mutuellement d'avoir la plus grande dent sucrée. Au moment où leurs plaisanteries atteignent leur apogée, Iris entre en souriant alors qu'elle décide de se joindre à la conversation. Sans hésitation, elle s'assoit à leur table et dépose nonchalamment un morceau de sucre dans le café usagé, remarquant qu'il devrait avoir quelque chose de sucré pour garder son énergie pour les activités nocturnes. Il est déjà un peu dépassé par la tension et la regarde maintenant en se demandant à voix haute si tous ses soins finiront par lui causer le diabète. Comme par magie, Tear limite immédiatement et ajoute un autre repère de sucre à son café, ce qui le fait soupirer dramatiquement et affaisser ses épaules dans une fausse défaite. Lisa, toujours la voix de la raison, rit doucement et leur dit d'arrêter de s'agiter autour de lui et de le laisser profiter de son café en paix pour une fois. Yu, dans un rare moment de sincérité, la remercie de l'avoir défendue et lui dit de manière inattendue qu'elle est vraiment une femme incroyable à tout point de vue.
Les joues de Lisa rougissent légèrement alors qu'elle recrache presque son café de surprise à son compliment, mais elle se reprend rapidement en murmurant qu'il ne devrait pas lancer de telles remarques avec désinvolture, et les autres éclatent de rire. Plus tard dans la journée, pendant le cours, Haruka se tient devant le groupe avec une expression sérieuse et fait une annonce importante à tout le monde qu'ils ont reçu des rapports inquiétants de Nifel indiquant que Basilisk, un dragon très dangereux, a quitté son repère dans le désert du Sahara et se dirige maintenant à travers l'océan. La nouvelle provoque la panique parmi les élèves et la salle se remplit de murmures inquiets, mais Haruka, des images satellites de l'océan couvertes d'une étrange croûte blanche montrent aux élèves l'ampleur du danger. On leur explique que le basilic émet de puissants rayons rouges de ses yeux et que tout ce qu'il vise est instantanément transformé en roche, en cendre ou en sel. Les étudiants se taisent réalisant la gravité de la situation. On leur révèle que le basilic se dirige droit vers l'académie, probablement attiré par TR. On les avertit qu'un simple regard du dragon pourrait entraîner leur fin, une fin certaine. Elle expose ensuite le plan de l'académie pour faire face à la menace et explique que les élèves seront transférés sur une île inhabitée voisine où ils attireront le basilic pour détruire l'île et le dragon en un seul coup décisif. Les étudiants écoutent attentivement, leur détermination est claire malgré le poids de la situation. Ce soir-là, vous et Iris décidez de vous promener pour vous changer les idées face à ce danger. Il remarque l'expression pensive sur le visage d'Iris et lui demande si elle va bien. Elle sourit chaleureusement et le rassure en disant qu'elle va bien, mais admet aussi que la bataille à venir la rend un peu anxieuse. Il loue sa détermination, ce qui la fait sourire encore plus, et elle lui dit qu'elle veut devenir quelqu'un sur qui il peut compter, sa voix pleine de détermination et de sincérité. Il est touché par ses paroles et admire silencieusement sa force intérieure et sa résilience. Le lendemain, les préparatifs pour le déménagement sur l'île battent leur plein. L'atmosphère est chargée d'un sentiment d'urgence, alors que les étudiants et le personnel se précipitent pour emballer les fournitures et organiser l'équipement. Cependant, au milieu de l'agitation, Charlotte, l'excentrique directrice, est visiblement bouleversée et se plaint que ses étudiants bien-aimés, en particulier les filles, la laissent derrière. Ces plaintes reçoivent peu d'attention car tout le monde se concentre sur la tâche à accomplir, sachant qu'ils doivent se préparer pour la dangereuse mission à venir. Pendant le cours, Haruka prend un moment pour revoir la stratégie de la mission et rassure les élèves en leur disant que des renforts supplémentaires arriveront pour les aider le moment venu. Elle présente également Taekshi, une nouvelle recrue qui a obtenu la deuxième meilleure note lors des récentes sélections, et explique à la classe qu'elle sera un élément essentiel de leur équipe. Plus tard, Yu et Iris rencontrent Taekshi pour discuter tactique, et ils créent rapidement un esprit de camaraderie, acceptant de travailler en étroite collaboration pendant la mission. Pendant ce temps, les autres filles et Terre décident de faire une brève pause et de passer du temps ensemble et de s'amuser avant le début de la bataille, car elles savent que c'est peut être leur dernière chance de partager un moment de paix ensemble. En traversant l'académie, Yu tombe sur deux filles qui semblent travailler sans relâche sur leurs ordinateurs. Leur visage pâle et leurs mouvements lents suggèrent qu'elles ne se sentent pas bien, probablement à cause du stress de la mission à venir. Inquiet, il s'approche d'elles, mais elle rejette ses questions en insistant sur le fait qu'elles vont parfaitement bien. Il remarque un de leurs livres à proximité et le prend en plaisantant sur la façon dont le travail sur un bateau pourrait aggraver leur mal de mer. Les filles gémissent à l'unisson, mais ces taquineries légères semblent leur remonter un peu le moral. Alors que Yu continue son chemin, il surprend une dispute entre Lisa et Mitsuki et s'arrête net, se demandant s'il doit intervenir, mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, une fille à proximité le tire à part et l'exhorte à rester caché et à écouter. Lisa apparaît furieuse, accusant Mitsuki d'être responsable de la mort d'une fille nommée Miyako qui s'était transformée en dragon il y a des années. Elle ne semble pas nier l'accusation, mais reste calme, bien que remplie de culpabilité et de tristesse. Lisa, incapable de lui pardonner, s'en va en colère, la laissant seule dans le couloir. Plus tard dans la nuit, il n'arrive pas à oublier la dispute qu'il a entendue et reste assis dans sa chambre à reconstituer les fragments de ce qu'il a entendu. La révélation que Mitsuki avait été impliqué dans la mort de Miyako pèse lourdement sur son esprit, et il se sent troublé par les remous émotionnels entre les deux femmes. Avant qu'il ne puisse trop s'attarder sur la question, Fureur se précipite dans sa chambre exigeant qu'il lui rende son livre. Il le lui rend rapidement et elle en profite pour le taquiner en lui prenant la main et en la plaçant sur son ventre, disant qu'elle est rassasiée et content. Gêné, il retire rapidement sa main et lui dit d'arrêter de se moquer de lui, mais elle sourit malicieusement et annonce qu'elle pourrait un jour l'utiliser comme source d'inspiration pour un roman torride, ce qui le fait gémir d'exaspération. Une fois leur plaisanterie terminée, il lui pose des questions sur la dispute entre Lisa et Mitsuki et exprime son inquiétude, demandant si elle sait ce qu'il faudrait pour que Lisa pardonne à Mitsuki. Elle admet qu'elle n'a pas de réponse, mais convient avec lui que les deux doivent se réconcilier pour leur propre bien. Inspiré par leur conversation, il décide de prendre les choses en main et de parler à Mitsuki. Ce soir-là, Yu rend visite à Mitsuki et lui pose doucement des questions sur son séjour à l'académie. Elle hésite au début mais finit par s'ouvrir lorsque Yu mentionne Miyako, et les larmes aux yeux, elle raconte l'histoire de la façon dont Miyako est devenue sa meilleure amie et comment leur lien autrefois fort a été tragiquement brisé lorsque Miyako s'est transformée en dragon.
Elle raconte le jour fatidique où elle a été forcée de tuer Miyako pour protéger l'académie, une décision qui la hante encore aujourd'hui. Il l'écoute attentivement, le cœur lourd, et lorsqu'elle a terminé, il la remercie de lui avoir confié son secret et l'encourage à demander pardon à Lisa pour avoir tué Miyako. Il souligne qu'elle doit donner à Lisa la chance d'exprimer ce qu'elle ressent vraiment, et que le pardon ne sera être pas facile, mais qu'il est nécessaire pour qu'elles puissent toutes les deux guérir. Le lendemain, Lisa confronte Yu, l'accusant de s'immiscer dans ses affaires personnelles avec Mitsuki. Il se défend calmement, expliquant qu'il n'a fait qu'encourager Mitsuki à tenir compte de ses sentiments, et elle souffle de frustration, insistant sur le fait que le pardon est impossible, mais il remarque tout de même une pointe d'incertitude dans sa voix. Alors qu'elle s'éloigne, elle marmonne qu'elle demandera à Mitsuki de faire l'impossible pour obtenir son pardon, ce qui lui laisse un peu d'espoir. Le lendemain, alors qu'ils approchent de l'île, les élèves remarquent la fumée qui s'en élève de façon inquiétante. C'est une île volcanique, et la fumée qui s'en échappe semble être beaucoup plus haute et plus dense que d'habitude. Ter serre nerveusement la main de Yu, incapable de cacher sa peur, et les filles commencent enfin à réaliser la gravité de la situation. Il ne s'agit plus d'une simple mission, ils sont sur le point d'affronter le basilic rouge le plus mortel, une créature différente de tout ce qu'ils ont rencontré jusqu'à présent. Lorsqu'ils arrivent enfin sur l'île, Haruka organise immédiatement une réunion de groupe pour faire le point sur la situation. Elle se tient devant l'équipe et leur dit de ne pas avoir peur, les rassurant en leur disant qu'ils sont encore assez loin de l'endroit où se trouve le basilic. Elle estime que la bataille pourrait commencer dans environ 3 jours, ce qui leur laisse un peu de temps pour se préparer mentalement et physiquement. Elle appelle ensuite Taichi et lui demande de distribuer des brochures contenant des données sur l'île volcanique à Iris. Ne réalisant pas la gravité de la situation, Iris remarque que la brochure est mignonne, tandis que le reste de l'équipe la regarde comme si elle venait de faire pousser une paire de cornes. Alors que le groupe feuillette les pages, il remarque que l'île possède des sources chaudes. Cette découverte provoque une vague d'excitation parmi les filles qui commencent alors à exiger une visite aux sources chaudes pour se détendre avant la bataille. Lisa, toujours prête à encourager un peu de plaisir au milieu de la tension, tente tout le monde en mentionnant à quel point les œufs des sources chaudes sont délicieux, ce qui leur met l'eau à la bouche. Haruka, observant le groupe avec un petit sourire, se sent un peu soulagée de voir qu'ils commencent à retrouver leur comportement habituel et les encourage à se reposer avant la bataille. À la fin de la réunion, Yu prend un moment pour s'approcher de Taichi et la remercie pour les efforts qu'elle a déployés pour préparer les brochures. Leur conversation change rapidement et Yu commence à parler de Tyr et de la façon dont elle parvient à rester joyeuse et positive malgré les souvenirs tragiques qu'elle porte en elle. Après que tout le monde ait quitté la zone de réunion, Haruka tire Yu à part et lui demande de la suivre sur la terrasse du navire. Là, elle le surprend en le remerciant sincèrement. Elle exprime son soulagement et sa gratitude de voir que les choses entre Mitsuki et Lisa se sont améliorées grâce à ses efforts, et en signe de reconnaissance, elle lui remet un billet d'une journée pour les sources chaudes, lui assurant que la source sera réservée uniquement pour lui pendant cette période. Elle dit que c'est pour qu'il puisse se détendre sans craindre de croiser qui que ce soit. Il accepte le billet avec gratitude et décide de l'utiliser le soir même, mais à son plus grand horreur, lorsqu'il arrive aux sources chaudes, il constate que les filles ont également décidé de s'y rendre en même temps. La situation s'est rapidement transformée en un désastre embarrassant pour lui, et il a dû se cacher tout le temps. Plus tard dans la soirée, Mitsuki reçoit un appel urgent concernant une opération secrète que le Nifel a planifiée, et le lendemain, ils apprennent que le basilic continue son avance, se rapprochant de plus en plus. Tout sur son passage est transformé en sel par ses rayons rouges dévastateurs, et la mer, autrefois scintillante et pleine de vagues, est maintenant transformée en une friche désolée et salée. Pendant ce temps, Haruka et l'équipe tiennent une visioconférence avec le Major Dylan et il les félicite pour leur victoire passée contre d'autres dragons, mais les avertit que cette bataille particulière sera beaucoup plus difficile. Il explique en détail comment le basilic émet des rayons rouges mortels de ses yeux capables de transformer tout ce qu'il vise en roche, en cendre ou en sel, puis il explique l'arme que le Nifel a mise au point pour combattre le basilic. Il explique que les rayons de la créature provoquent un phénomène d'altération accélérée, le comparant à la façon dont les forces naturelles telles que la pluie, la lumière du soleil et le vent érodent les matériaux au fil du temps, et souligne que même une seule seconde d'exposition aux rayons du basilic équivaut à environ 2000 ans de dégradation naturelle. L'équipe commence à paniquer face aux implications de cette révélation, se demandant ce qui arriverait si l'un d'entre eux était touché par le rayon. Haruka, gardant son calme, interroge le Major Dylan sur l'arme qu'il prévoit d'utiliser, et il révèle que seuls quelques matériaux sur Terre peuvent résister aux effets du temps, le mithril étant l'alliage le plus résistant. Le Niafel a enfermé leur arme nommée Mistletoe dans une coque en mithril pour s'assurer qu'elle résiste aux rayons rouges du basilic pendant l'attaque et les informe que l'arme sera déployée dans les 12 prochaines heures. Plus tard, Yu et Ter vont discuter en privé, où Ter admet qu'elle se sent incroyablement nerveuse et avoue qu'elle a commencé à trembler après avoir appris le pouvoir destructeur du rayon rouge. Elle exprime sa crainte de voir Yu ou l'un de ses amis transformé en sel. Il la réconforte doucement et lui assure que tout le monde fait de son mieux pour se préparer à la bataille et qu'ils sont déterminés à la protéger à tout prix. Ter, se sentant toujours un peu impuissante, se plaint de ne pas pouvoir contribuer au combat, mais il lui dit que sa présence est plus précieuse qu'elle ne le réalise et que sa nature joyeuse a le pouvoir d'inspirer et d'élever tout le monde autour d'elle.
Encouragé par ces paroles, Thiers décide de faire de son mieux pour remonter le moral de tout le monde dans les jours à venir. Cette nuit-là, alors que le basilisque se rapproche encore plus, le Niffel entame les préparatifs finaux pour déployer son arme. Haruka réunit à nouveau l'équipe et explique que la portée d'attaque du basilisque s'étend jusqu'à 5000 m et que le Niffel prévoit de larguer Miss Diltin à une altitude de 8000 m, ce qui lui permet de rester hors de portée pendant sa descente. Elle fait ensuite part de son inquiétude quant à la possibilité que le basilic échappe à l'attaque, mais le Major Dillon la rassure en lui disant que leurs recherches indiquent que la créature s'arrête toujours pour riposter contre les menaces perçues, ce qui lui laisse peu de temps pour s'échapper. Tyr, touché par le dévouement du Major Dillon, le remercie sincèrement de faire autant pour la protéger et promet d'encourager tout le monde même si l'anxiété la ronge. Alors que le basilic approche de la zone de largage, le Niffel positionne l'arme au-dessus de lui et la largue. L'arme traverse les nuages, tombant rapidement vers sa cible et l'espoir de l'équipe s'élève. Le basilic remarque l'arme et tire son rayon rouge dessus, mais elle reste intacte et continue sa descente. Au moment où il commence à ressentir une poussée de confiance, le basilic ouvre ce qui semble être un troisième œil secret et libère un rayon encore plus grand, et le signal de l'arme est brusquement perdu, laissant l'équipe dans un silence stupéfait. Haruka se reconnecte rapidement avec le Major Dillon, qui a reçu des rapports de ses officiers confirmant que l'arme a été complètement détruite par le troisième œil du basilic, et ce développement inattendu, qui n'a pas été pris en compte dans leurs données de recherche précédentes, terrifie l'équipe. Alors qu'il digère ce tournant désastreux, Tyr s'effondre sur le sol et son écusson de dragon commence à briller de façon inquiétante alors qu'elle lève les yeux avec peur. Elle informe faiblement l'équipe que le basilic rouge l'appelle et qu'elle se sent extrêmement chaude. User terre dans ses bras alors qu'elle crie de douleur, son corps tremblant submergé par la tension avant qu'elle ne perde complètement conscience. Il est extrêmement inquiet de voir sa respiration superficielle et son visage pâle, ce qui prouve à quel point son état est devenu critique. Haruka prend rapidement la situation en main et lui ordonne fermement de l'emmener immédiatement au bureau de magie pour des soins médicaux urgents. Et sans hésitation, il se précipite, le cœur battant d'inquiétude pour le bien, être de terre. Plus tard, Haruka, Mitsuki et Yu se réunissent lors d'une réunion tendue avec le Major Dylan pour discuter de leurs découvertes concernant la nouvelle menace. Le troisième œil inquiétant et dévastateur du basilic. L'atmosphère dans la pièce est lourde, le poids de leur échec précédent planant au-dessus d'eux, et le Major Dylan commence la réunion en présentant les photos et les données que son équipe a réussi à récupérer de la rencontre précédente. Son expression est sombre lorsqu'il commente leurs efforts infructueux antérieurs, soulignant à quel point ils étaient mal préparés aux capacités écrasantes du basilic. Haruka, cependant, contredit son pessimisme avec un ton de détermination tranquille et souligne que le basilic a dû ouvrir son troisième œil par désespoir lors de leur bataille précédente, suggérant qu'il pourrait ne pas l'utiliser aussi souvent qu'ils le craignent. Dylan reste silencieux pendant un moment, puis s'enquiert de l'état actuel de TR. Yu, toujours visiblement bouleversée, l'informe qu'elle se repose à l'hôpital mais qu'elle n'a pas encore retrouvé ses forces habituelles. Plus tard, le Major Loki suggère froidement à Major Dylan que Tyr pourrait devoir être éliminé pour éliminer les risques qu'elle représente en tant que cible du dragon, mais Dylan hésite à répondre, clairement déchiré entre le devoir et la moralité. Pendant ce temps, à l'hôpital, Tyr est inconsciente, son visage pâle et sa respiration superficielle, et Taikchi est assise à ses côtés. Soudain, Tae remue légèrement, ce qui rend Taikchi tendue d'inquiétude, mais son téléphone sonne et elle quitte la pièce à contre-cœur pour prendre l'appel. De retour à la réunion, Haruka demande à l'équipe de rester calme et confiante au milieu de l'incertitude dans laquelle ils se trouvent. Elle explique ensuite la situation actuelle concernant la nouvelle menace du basilic. Le troisième œil du basilic, précise TL, possède une portée de tir dévastatrice de 10 km, soit le double de la portée de son rayon rouge provenant de ses yeux normaux. Elle décrit ensuite les effets catastrophiques de ces attaques, soulignant l'immense puissance à laquelle ils sont confrontés, mais Lisa essaie de remonter le moral, déclarant avec confiance que rien de tout cela n'a d'importance car ils peuvent toujours riposter. Haruka acquiesce, réaffirmant leur engagement envers la mission et déclarant que leur stratégie restera la même, mais avec quelques ajustements essentiels pour tenir compte du troisième œil. Elle expose le plan mis à jour avec une minutie méticuleuse et explique que l'équipe doit se concentrer sur l'attaque des écailles de diamant du basilic à partir d'un angle mort, en s'assurant qu'elle reste hors de sa portée d'attaque et qu'elle frappe si rapidement qu'il n'aura pas le temps de riposter. Elle explique que le basilic se trouve toujours à 150 km de l'île et qu'ils lanceront l'attaque une fois qu'il se sera rapproché à moins de 6 km. Iris soulève alors une préoccupation valable, demandant si le fait d'attendre que le basilic soit plus près pourrait augmenter le risque de détection. Haruka la rassure en expliquant qu'ils se positionneront stratégiquement sur le côté le plus éloigné de l'île en utilisant à la fois la montagne et l'horizon comme bouclier naturel pour rester cachés. Pour donner une compréhension plus claire, elle décrit comment la courbure de la Terre agira comme un bouclier supplémentaire, obscurcissant leur mouvement de la ligne de vue du basilisque jusqu'au moment de leur attaque.
Elle explique ensuite que Thiers servira d'appât, attirant l'attention du basilisque vers l'horizon, pendant que le reste de l'équipe se prépare à lancer son assaut de l'autre côté de l'île. Elle les informe qu'il faudra une quantité immense de matière noire pour mener à bien l'opération efficacement et attribue l'équipe en binôme pour optimiser leurs chances de succès. Elle sélectionne soigneusement les partenaires en fonction de leurs capacités complémentaires, en vous associant à Iris, à sa grande joie. Son sourire est éclatant et lui dit à quel point elle est impatiente de travailler à nouveau à ses côtés. Haruka conclut la réunion en rappelant à chacun de rester vigilant, soulignant que l'étendue des capacités du basilic reste inconnue et pourrait poser des défis imprévus. Plus tard, Yu sort pour pratiquer ses compétences anti-gravité en utilisant des roches comme cibles improvisées pour aiguiser sa concentration. Alors qu'il s'entraîne, les souvenirs d'une conversation passée avec Charlotte refont surface dans son esprit. Elle lui avait révélé qu'il n'était pas le seul capable de reproduire les capacités d'un dragon et que sa sœur avait également acquis les pouvoirs du dragon violet après l'avoir vaincu. Elle avait également mentionné que, du point de vue du dragon, les dés pourraient être considérés comme des voleurs, volant leur pouvoir pour eux-mêmes, ajoutant une autre couche de complexité à ses pensées. Un bruit fort interrompt son entraînement, et il se tourne pour voir Iris pratiquer ses propres compétences à proximité. Ses mouvements sont précis et fluides, témoignant de son dévouement, et il ne peut s'empêcher d'être impressionné par ses progrès. Il s'approche d'elle et lui fait un compliment sincère, ce qui la fait rougir légèrement, et il s'assoit pour une brève conversation, au cours de laquelle elle exprime son bonheur d'être associée à lui pour cette mission. Leur conversation prend une tournure inattendue lorsqu'il pose des questions sur la façon dont elle l'avait remercié précédemment. Gênée, elle change rapidement de sujet, suggérant qu'ils se concentrent sur la mission pour le bien de Thiers et qu'ils pourront en parler plus tard. À l'hôpital, Thiers commence à s'agiter et son expression de douleur s'adoucit alors que ses amis se rassemblent autour d'elle. Lisa la rassure doucement en promettant qu'ils ne laisseront pas le dragon l'emporter et Yu s'agenouille à ses côtés en lui caressant doucement la tête alors qu'il jure de vaincre le basilic et de la ramener saine, sauve. Les yeux de Terre brillent de gratitude alors qu'elle trouve du réconfort dans leur présence et se rendort. Haruka entre dans la pièce, son expression sérieuse alors qu'elle annonce qu'il est temps pour tout le monde de prendre position. L'équipe hoche la tête à l'unisson, sa détermination ne faiblissant pas alors qu'elle se prépare pour la bataille à venir. Alors que le basilic se rapproche maintenant, à seulement 16 km de l'île, chacun prend ses positions désignées, ses armes se matérialisent et sont prêtes. Yu charge son canon antimatière massif, son poids est un rappel brutal de l'immense responsabilité qu'il porte. La tension dans l'air augmente alors que le basilic atteint enfin la marque des 6 km. La voix de Haruka retentit, donnant l'ordre tant attendu d'attaquer. Mitsuki et son partenaire bandent leur arc, canalisant une immense quantité de matière noire alors qu'ils lancent leur attaque. Les autres font de même, leurs pouvoirs combinés convergeant en un énorme faisceau d'énergie, alors que le compte à rebours commence, et le faisceau d'énergie jaillit en avant, tranchant à travers l'île et se dirigeant directement vers le basilic. Pendant ce temps, comme prévu, Thiers part sur le navire de commandement, servant de distraction pour attirer l'attention du basilic vers l'horizon. Le faisceau d'énergie se rapproche du basilic, mais au dernier moment possible, son troisième œil s'ouvre une fois de plus et un rayon rouge aveuglant jaillit, entrant en collision avec leur attaque et la réduisant à néant. L'impact dévastateur coupe les communications, laissant Haruka et son équipe dans un silence stupéfait, alors qu'ils sont aux prises avec ce tournant inattendu et catastrophique. Son cœur se serre alors qu'elle contemple l'avenir incertain qui les attend, le poids de leur échec pesant lourdement sur ses épaules. Le rayon rouge contre leur attaque, frappant en retour l'île avec une force écrasante, la transperçant sans effort. Yu et les filles se précipitent pour éviter sa trajectoire dévastatrice, esquivant de justesse la destruction causée par le troisième œil. Dans un geste désespéré, Yu pointe son pistolet antigravité sur le rayon, parvenant à dévier son angle et à éviter une nouvelle catastrophe. Tout le monde regarde avec horreur les ravages causés par le rayon rouge, et Haruka prend rapidement le commandement, ordonnant à toutes les unités de se retirer immédiatement et de maintenir une basse altitude pour éviter d'être détectés. Yu et les filles restent près de la surface de la mer alors que le basilic déclenche une autre frappe dévastatrice sur l'île. L'impact réduit toute l'île ainsi que la fumée et la mer environnante à rien d'autre que du sel. Alors que l'équipe d'opération se regroupe et rend compte à Haruka, elle leur ordonne d'augmenter la vitesse du navire et de se retirer de la zone de combat sans délai. La tension est palpable alors que tout le monde se rassemble autour de Thiers, leur visage marqué d'une profonde inquiétude, et Lisa s'excuse, se plaignant de son incapacité à fournir une aide significative. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas eu d'autre choix que de fuir, et Mitsuki, submergé par la situation, quitte la pièce en silence. Yu s'apprête à la suivre, mais Haruka intervient, l'arrêtant pour lui exprimer sa gratitude pour ses efforts visant à assurer le retour en toute sécurité de tout le monde. Elle l'avertit qu'avec la fin de son opération par un échec, le Nifel ne restera pas silencieux et tentera d'éliminer Terre. Après avoir parlé avec elle, Yu finit par trouver Mitsuki regardant la mer, son expression accablée de chagrin. Il s'approche d'elle et lui dit de ne pas se blâmer pour ce qui s'est passé, expliquant que le comportement inattendu du basilic dépassait les prévisions de quiconque. Elle hésite un instant, mais admet que sans lui et Taichi, ils auraient tous été condamnés.
Il lui dit de ne pas s'inquiéter et lui rappelle la promesse qu'elle a faite à Lisa, l'exhortant à se débarrasser de la culpabilité qu'elle porte constamment. Il l'encourage à ne pas abandonner, lui tapotant doucement la tête et lui rappelant qu'ils doivent faire de leur mieux avec les capacités qu'ils ont. Plus tard, il passe en revue les images de l'attaque du Niffel contre le basilic, à la recherche d'indices sur leur échec. Mitsuki, dont la frustration est évidente, se demande comment leur opération méticuleusement planifiée a pu échouer malgré la prise en compte de toutes les variables connues, y compris la ligne de vue du basilic. Il étudie attentivement les images et souligne un détail essentiel, notant que le basilic n'a pas utilisé son troisième œil en les poursuivant. S'il l'avait fait, il aurait pu les atteindre et il n'aurait pas survécu. Déterminé à trouver une solution, il recherche Haruka et demande à parler avec le Major Loki du Niffel par chat vidéo. Loki ne perd pas de temps à aborder le sujet de Tyr, mais il le coupe court, affirmant fermement qu'il n'a aucune intention de lui faire du mal. Au contraire, il demande si le Niffel peut leur fournir un autre Mistletan, même si ce n'est qu'un prototype. Loki, sceptique, se demande pourquoi il demanderait une arme qui s'est déjà avérée inefficace contre le basilic. Il rétorque que la conception de l'arme n'était pas fondamentalement défectueuse et insiste sur le fait qu'avec des modifications, elle pourrait réussir. Loki accepte à contre-cœur d'essayer, mais l'avertit qu'il n'y aura pas d'autre chance en cas d'échec. Yu organise une réunion avec Haruka et les filles pour partager ses observations et la nouvelle stratégie. Il explique que l'arme manquait d'une armure mythique suffisante, suggérant que leur pouvoir profond pourrait compenser cette lacune et renforcer son efficacité. Lisa, cependant, soulève une préoccupation majeure, rappelant au groupe que le troisième œil du basilic désintègre même le mithril en quelques secondes. Il le reconnaît, mais souligne que le troisième œil n'a tiré que 2 fois lors de leur précédente rencontre. Il émet l'hypothèse d'un temps de décharge de 5 secondes entre les attaques du troisième œil, pendant lequel le basilic est sans défense, et frapper pendant cette fenêtre de vulnérabilité pourrait être leur opportunité de le vaincre. Le groupe discute des contre-mesures potentielles, convenant qu'ils doivent également anticiper les attaques des yeux normaux du basilic pendant la fenêtre de vulnérabilité. Il expose un plan visant à utiliser l'arme renforcée pour résister aux faisceaux rouges normaux et apporter un coup décisif pendant ce moment critique. L'esprit d'équipe s'élève alors qu'ils se rallient autour de la nouvelle stratégie, prêts à l'affiner davantage sous la direction d'Haruka. Alors qu'il quitte la réunion, Taekshi l'arrête, son expression sérieuse. Elle le presse contre le mur, exigeant de savoir si la nouvelle stratégie fonctionnera réellement. Il la rassure en lui disant que ce plan est leur meilleure option et qu'ils doivent aller de l'avant avec. Taichi hésite, puis révèle qu'elle soupçonne que les réactions rapides du basilic pourraient provenir d'une capacité inconnue supplémentaire, et émet l'hypothèse qu'il pourrait être capable de percevoir des événements à la fin de son temps de décharge, le rendant encore plus dangereux qu'il ne l'avait prévu. Leur conversation est interrompue lorsque Iris fait irruption, vous exhortant à la suivre, et ils arrivent pour trouver Mitsuki et Lisa dans une vive dispute. Mitsuki insiste pour descendre personnellement avec l'arme afin d'ajuster sa trajectoire si nécessaire, tandis que Lisa s'oppose fermement à cette idée, arguant que c'est bien trop dangereux. La tension monte jusqu'à ce que Lisa, frustrée, gifle Mitsuki, et Furel intervient, proposant d'assumer elle-même la tâche, provoquant une vague de volontaires de l'équipe. Le groupe se rallie autour de Mitsuki, soulignant son importance en tant que capitaine et l'exhortant à reconsidérer sa décision. Touchée par leur soutien indéfectible, elle abandonne l'idée et accepte d'inclure tous les volontaires dans son plan pour assurer la sécurité de chacun. Lisa, toujours émue, exige qu'elle promette de ramener tout le monde vivant. Cette nuit-là, Yu prend des nouvelles de Mitsuki, la trouvant une fois de plus regardant la mer. Il la rassure en lui disant qu'elle n'est pas seule, et ensemble ils réfléchissent à leurs souvenirs partagés et aux liens qu'ils ont tissés jusqu'à présent. Dans un moment de compréhension mutuelle, ils se prennent dans les bras, se traitant de têtus. Plus tard, Yu décide de prendre des nouvelles de Taer, mais trouve sa chambre en ruine, les médecins blessés et Taer introuvable. Paniqué, il interroge l'un des médecins qui révèle que Taechi a emmené Taer. Il se précipite à sa recherche, l'esprit tourbillonnant d'incrédulité, et finit par rencontrer Taechi portant Taer. Elle déclare que tant que Tyr restera, ils seront tous pris pour cible par le basilic, et insiste sur le fait que Tyr serait plus heureuse de devenir un dragon que d'affronter la mort. Lorsqu'il lui demande de rendre terre, elle claque des doigts, l'engloutissant dans les flammes. Il s'échappe de justesse, réalisant avec choc que Teiki n'est autre que Kili, et sous ses yeux, elle se transforme en sa véritable forme entourée de flammes. Kili le nargue sans pitié, son expression froide et inflexible, et Yu, serrant les dents, exige de savoir si elle a été parmi eux déguisée depuis le début. Son sourire silencieux et élégant répond suffisamment pour lui envoyer un frisson. La colère et la détermination montent en lui, alors qu'il jure de ne pas la laisser avoir Tyr, déclarant qu'il ne permettra jamais qu'elle transforme Tyr en épouse de dragon. Sans hésitation, il lève son pistolet anti-gravité et tire sur elle, mais elle esquive sans effort l'attaque, se déplaçant avec une grâce qui semble presque surnaturelle. D'un simple mouvement de doigt, elle riposte, déclenchant une série d'explosions de feu qui vous forcent à sauter et à esquiver. Sa voix est calme lorsqu'elle insiste sur le fait que Tyr est mieux loti en tant que dragon, et sa frustration grandissant, il la coupe brusquement en criant que Tyr a choisi de vivre comme un humain. Sans se décourager, Kili conjure un explosif de matière noire et le lance vers lui,
et il matérialise rapidement son armure et l'utilise pour absorber le choc de l'explosion, mais la force le fait chanceler en arrière. Elle enchaîne avec une frappe puissante, brisant son armure et le laissant vulnérable. Pendant un bref instant, il se souvient des paroles de Loki selon lesquelles il a le pouvoir de vaincre n'importe qui tant qu'il est humain. Serrant les dents, il saisit un morceau de l'armure brisée et charge sur elle, la détermination brûlant dans ses yeux. Avec une simple force de volonté, il la domine en la clouant au sol. L'opportunité de mettre fin à sa vie est à sa portée, pourtant, il hésite, son sens de la moralité prenant le dessus. Alors qu'il la relâche et s'apprête à ramasser Tyr, Illy le regarde avec une expression illisible et lui demande pourquoi il ne l'a pas tué quand il en avait l'occasion. Il répond avec conviction qu'il la voit comme un être humain et que c'est pourquoi il n'a pas pu se résoudre à mettre fin à sa vie. Elle glousse sombrement en se relevant et lui dit qu'il peut avoir Tyr. Avant de partir, elle l'avertit que le basilic ne ressemble à aucun ennemi qu'il ait affronté, c'est une créature qui pourrait même posséder la capacité de prédire l'avenir. Ces paroles lui envoient une onde de malaise, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle vole vers lui et, avec un sourire espiègle, lui dépose un baiser sur la joue, lui demandant de faire mieux que le basilic avant de disparaître dans l'ombre. Alors qu'il reprend ses esprits, Lisa et Mitsuki arrivent. Lisa prend immédiatement TR dans ses bras, le visage rempli d'inquiétude, et la précipite à l'infirmerie. Alors que la nouvelle se répand, le groupe apprend la vérité choquante. Taichi était Kili déguisé depuis le début. Mitsuki, son expression sombre, demande s'il est vraiment possible que le basilic puisse voir l'avenir. Elle considère la possibilité et les autres sont d'accord, bien qu'Iris reste incrédule face à la tromperie de Kili. Plus tard, Mitsuki convoque une réunion pour revoir le plan d'attaque une fois de plus et explique que l'arme sera larguée d'une hauteur de 15 km et qu'ils se déplaceront tous vers le site de largage à l'aide d'un grand transporteur fourni par le Nifel. Mitsuki et Firu seront chargés de contrôler la descente de l'arme, une tâche rendue plus difficile par les tentatives probables du basilic de l'intercepter. Elles devront maintenir leur position au-dessus de l'arme pour s'assurer que sa trajectoire reste précise en se retirant quelques secondes avant l'impact. Le danger est important car échapper à l'explosion qui s'ensuivra exigera un timing et une coordination parfaits. Elle expose ensuite 3 plans d'urgence au cas où la situation deviendrait imprévisible, s'assurant que chaque membre de l'équipe connaît son rôle. Vous et Iris, en particulier, êtes chargés de rôles flexibles qui s'adapteront en fonction des circonstances. Avant que le groupe ne se disperse, ils prennent tous un moment pour prendre des nouvelles de Teeter, qui reste inconsciente mais stable. La vue de son état renforce leur détermination alors qu'ils se préparent à affronter le basilic une fois de plus. Pendant ce temps, le basilic a cessé sa progression implacable, restant immobile et fixant le ciel. Hermika, surveillant de près la situation, note l'immobilité troublante de la créature. Alors qu'il ne reste que 3 minutes avant le déploiement de l'arme, la tension est à son comble alors que l'équipe approche du site de largage. Hermika donne l'ordre final et l'arme commence sa descente rapide. Alors que l'arme franchit la barre des 12 km, le basilic réagit en tirant un rayon de son 3e œil. Yu et les autres ajustent la trajectoire en réponse, mais Mitsuki avertit que l'attaque est arrivée plus tôt que prévu. Le changement stratégique du basilic les oblige à mettre en œuvre des plans d'urgence plus tôt que prévu. Lisa spécule que l'attaque précoce est une tentative délibérée de se préparer à une autre frappe. L'équipe avance, bravant les rayons implacables du basilic alors qu'il se rapproche de la barre des 5 km. Fidèle à leur prédiction, le basilic tire un 2e rayon, obligeant l'équipe à s'adapter une fois de plus. Alors qu'ils approchent de la barre des 2 km, la créature lance son attaque la plus dévastatrice à ce jour. Sans autre option, l'équipe abandonne l'arme et lance le plan B. Ils descendent rapidement, arme au poing, et commencent leur assaut sur le basilic avant qu'il ne puisse lancer une autre attaque de son 3e œil. Lisa cible le 3e œil, le brisant d'un coup précis de sa lance, et Yu tire son pistolet anti-gravité, pendant que Fertile déchaîne son attaque d'aéroblast. L'équipe converge sur le basilic, frappant avec une précision coordonnée pour détruire ses pointes en forme de diamant. Il invoque son canon massif et porte un coup dévastateur tandis que Mitsuki et les autres canalisent leurs pouvoirs combinés dans un barrage implacable. Leurs efforts culminent dans une frappe finale puissante qui réduit le basilic à néant, il ne reste plus que des débris brisés. À l'infirmerie, l'état de Tyr se stabilise maintenant que le dragon a été vaincu. Sa respiration revient à la normale et l'éclat inquiétant de son écusson de dragon s'estompe. L'équipe, épuisée mais triomphante, se réunit pour célébrer sa victoire durement acquise. Lisa, les larmes aux yeux, dit à Mitsuki que ses conditions de pardon ont été remplies. Elles s'embrassent, rejointes par les autres dans un câlin de groupe sincère. Le Nifel reçoit la nouvelle de la victoire et le Major Dylan et Loki célèbrent avec fierté. Loki félicite Yu personnellement, exprimant son admiration pour leur succès. Lorsque le groupe retourne à l'académie, il est accueilli par Charlotte, qui est ravie de les voir, bien que son attention soit toujours principalement portée sur Obaline et les filles. Alors qu'ils reprennent leur routine, Yu partage un moment privé avec Mitsuki. Elle réaffirme ses sentiments pour lui rappelant qu'ils ne sont pas frères et sœurs de sang et qu'elle n'abandonnera pas avec lui. Plus tard, il se confie à Iris en lui révélant la vérité déchirante sur l'accord qu'il a conclu il y a 3 ans. Il explique que chaque utilisation de ses pouvoirs lui fait perdre des souvenirs et qu'il craint que s'il continue, il ne finisse par même l'oublier, elle
Elle le rassure avec un sourire chaleureux, lui promettant de garder leurs souvenirs pour eux deux. Son soutien indéfectible lui apporte un sentiment de réconfort alors qu'il se prépare à affronter les défis qui peuvent se présenter,